La mémoire soutient tout ce que tu vis, ce que tu ressens, et même la façon dont tu te définis. Sans elle, tu serais incapable de te repérer dans le présent, parce que chaque instant s'appuie sur ce que tu as déjà vécu. Chaque décision, chaque interaction, chaque apprentissage repose sur cette capacité à utiliser tes expériences passées pour donner du sens à ce qui t'arrive maintenant. Tu peux par exemple imaginer te réveiller sans aucun souvenir de qui tu es, où tu habites, ni ce que tu fais dans la vie. Tu pourrais encore percevoir le monde, mais tu ne saurais pas comment te comporter, ni comment interpréter ce que tu vois, et tu serais dans ce cas totalement perdu face aux autres. L'encodage correspond au tout premier moment où une information nouvelle est transformée en un format que ton cerveau peut conserver. C'est la porte d'entrée de tout souvenir, le passage obligé pour qu'un événement, une phrase ou une image puisse un jour être rappelé. Ce processus n'est pas automatique au même niveau pour tout ce que tu perçois. Il va dépendre de plusieurs conditions. L'attention joue un rôle central dans l'encodage. Parce que pour qu'une information soit bien mémorisée, elle doit d'abord réussir à capter ton focus mental. Dans un environnement saturé de sons, d'images et de sollicitations, c'est ton attention qui fait le tri entre ce qui sera potentiellement retenu et ce qui sera ignoré. Si ton attention est dispersée, l'information a beaucoup moins de chances d'être encodée correctement. Tu peux t'en rendre compte quand tu écoutes un cours tout en regardant ton téléphone. Tu entends la voix de l'enseignant, et si ton attention est surtout sur les messages, tu te retrouves ensuite incapable de redire ce qui a été expliqué, comme si tu n'avais jamais été présent. La profondeur de traitement, telle que proposée par le modèle de Craig et Lockhart, influence aussi fortement l'efficacité de l'encodage. Plus tu traites une information de manière approfondie en la reliant à ce que tu connais déjà, en la comprenant, en la manipulant mentalement, plus elle a de chances d'être bien mémorisée. À l'inverse, un traitement superficiel limité à la simple répétition mécanique va conduire à des souvenirs fragiles et vite oubliés. Par exemple, si tu apprends une définition uniquement en la récitant sans réfléchir, tu risques de l'oublier rapidement. Alors que si tu cherches à l'expliquer avec tes propres mots, à la relier à un exemple de ta vie ou à un autre concept du cours, là tu engages un traitement plus profond qui renforce l'encodage. Une fois encodée, l'information doit être conservée pour pouvoir être utilisée plus tard. C'est ce qu'on appelle le stockage. Ce stockage, ce n'est pas un simple archivage passif, il est organisé, dynamique, et les souvenirs peuvent être réactivés, modifiés, renforcés ou affaiblis au fil du temps. Différents systèmes de mémoire participent à ce stockage, chacun avec ses caractéristiques. La mémoire à court terme, elle est souvent comparée à un petit espace de travail mental dans lequel tu gardes temporairement quelques éléments à l'esprit. Sa capacité va être limitée à environ 7 unités d'information, plus ou moins 2. Donc 7 moins 2 ou 7 plus 2. Cette rétention ne dure que quelques secondes, autour de 20 secondes, si tu ne répètes pas activement ce que tu veux garder. Donc sans répétition, le contenu va disparaître très vite. Tu peux le constater quand quelqu'un te dicte un numéro de téléphone que tu n'écris pas. Tu le répètes mentalement quelques instants, mais si quelqu'un te parle ou te distrait, tu perds le numéro presque immédiatement comme s'il n'avait jamais été là. La mémoire de travail, de son côté, c'est un système plus élaboré qui ne se contente pas de maintenir l'information, mais elle te permet aussi de manipuler mentalement cette information. Le modèle de Bradley et Hitch décrit cette mémoire de travail comme composée de plusieurs sous-systèmes coordonnés. Un calepin visuospatial pour traiter les informations visuelles et spatiales, une boucle phonologique pour les informations verbales, et un administrateur central qui supervise et coordonne l'ensemble. Le système est essentiel pour le raisonnement, la compréhension et la résolution de problèmes. Exemple, tu fais un calcul mental comme 47 plus 36. Tu dois garder les chiffres en tête, les additionner, retenir la retenue, puis recomposer le résultat final.
Tu utilises alors ta mémoire de travail pour maintenir les nombres et effectuer les opérations étape par étape. Et la mémoire à long terme va correspondre de son côté au vaste réservoir dans lequel sont stockés tes souvenirs sur de longues durées, parfois toute une vie. Elle se divise en mémoire explicite qui regroupe les souvenirs dont tu peux avoir un rappel conscient et la mémoire implicite qui concerne les apprentissages et les souvenirs qui influencent ton comportement, sans que tu en aies nécessairement conscience. Ces deux formes coexistent et interviennent dans de nombreuses situations du quotidien. Quand tu te souviens de ton dernier anniversaire, du lieu des personnes présentes et de ce que tu as ressenti, tu mobilises ta mémoire explicite. Par contre, quand tu fais du vélo sans réfléchir à la manière de garder l'équilibre, tu utilises ta mémoire implicite issue d'un apprentissage ancien que tu n'as plus besoin de contrôler consciemment. La récupération correspond au moment où tu vas chercher dans ta mémoire une information déjà stockée pour l'utiliser dans le présent. La réussite de ce rappel dépend de plusieurs facteurs et c'est pas parce qu'un souvenir est stocké qu'il sera toujours facilement accessible. Certains éléments de la situation actuelle peuvent faciliter ou au contraire gêner cette récupération. Les indices de récupération sont des stimuli qui servent de déclencheur pour rappeler un souvenir particulier. Ils peuvent être sensoriels, émotionnels, contextuels ou liés à une partie de l'information initiale. Quand un indice est suffisamment associé au souvenir, il peut réactiver tout l'épisode mémorisé. Par exemple, l'odeur d'un parfum va pouvoir soudainement te faire repenser à une personne précise que tu n'as pas vue depuis longtemps, avec des images, des émotions et des détails qui vont te revenir d'un seul coup. Le contexte dans lequel tu te trouves joue aussi un rôle important dans la récupération. Tu as souvent plus de facilité à te rappeler une information lorsque tu es dans le même environnement que celui où tu l'as apprise. Le lieu, les sons, l'ambiance générale peuvent servir de repères qui réactivent les souvenirs associés. Et ça, tu peux le remarquer quand tu retournes dans ta salle de cours pour réviser et que certains passages du cours te reviennent plus facilement que chez toi, parce que le simple fait d'être dans le même contexte que lors de l'apprentissage va faciliter la récupération. Ton état interne aussi, comme ton humeur ou ton niveau d'activation, peut également servir d'indice de récupération. Être dans un état émotionnel similaire à celui que tu avais au moment où le souvenir s'est formé peut rendre ce souvenir plus accessible. À l'inverse, un état très différent peut parfois rendre le rappel plus difficile. Par exemple, si tu as appris une leçon alors que tu étais très détendu et confiant, tu peux avoir plus de mal à retrouver le jour de l'examen cette même information, tu es stressé et inquiet. Et ce, même si tu l'avais bien comprise auparavant. Il y a aussi des troubles de la mémoire qui peuvent apparaître. Ces troubles, ils peuvent prendre des formes variées, qui vont de difficultés passagères jusqu'à des altérations profondes et durables. Ils peuvent toucher la capacité à former de nouveaux souvenirs, à conserver ce qui existe déjà ou à les récupérer correctement. Certaines maladies, comme les démences, entraînent des pertes de mémoire à long terme qui impactent fortement la vie quotidienne. Les amnésies constituent un type particulier de troubles de la mémoire et peuvent être classées en deux grandes catégories. L'amnésie antérograde, qui correspond à une difficulté, voire une impossibilité à créer de nouveaux souvenirs après certains événements, comme un traumatisme crânien. L'amnésie rétrograde, qui elle concerne la perte de souvenirs, qui est formée avant l'événement, ce qui peut effacer une partie du passé de la personne. Tu peux imaginer une personne qui, après un accident, se souvient parfaitement de son enfance, mais ne parvient plus à retenir ce qu'elle a fait la veille ou même quelques heures plus tôt. Cet exemple illustre une amnésie antérograde. A l'inverse, une personne en amnésie rétrograde peut ne plus se rappeler son identité, ses proches ou des événements marquants de sa vie, alors même qu'elle peut encore créer de nouveaux souvenirs. Et pour les personnes qui souffrent de troubles de la mémoire, il y a différentes approches pour tenter d'améliorer ou de compenser leurs difficultés. Ces stratégies, elles ne guérissent pas toujours la cause du trouble, mais elles peuvent renforcer certaines capacités, faciliter le quotient et soutenir l'autonomie.
Elle s'appuie souvent sur les principes mêmes du fonctionnement de la mémoire. Les exercices cognitifs constituent une première voie d'intervention, un peu comme un entraînement pour le cerveau. En sollicitant régulièrement les capacités de mémorisation, d'attention et de raisonnement, ces exercices peuvent contribuer à maintenir ou à renforcer certaines fonctions mnésiques. L'idée est comparable à l'exercice physique qui permet de garder le corps en forme. Donc par exemple, on peut proposer à une personne des jeux de mémoire, des tâches de rappel de listes de mots, des exercices de repérage visuel ou des activités de planification. Tout ça pour stimuler différentes composantes de la mémoire et de la cognition. Les aides mnémotechniques, ce sont des techniques qui visent à améliorer l'encodage et la récupération en rendant l'information plus significative ou bien plus facile à retrouver. Elles peuvent prendre la forme de petites histoires, d'images mentales, de rimes ou d'associations originales qui vont créer des liens forts entre les éléments à retenir. Ces procédés vont exploiter la profondeur de traitement et les indices de récupération. Par exemple, pour retenir une liste de courses, tu peux imaginer une scène absurde où tous les objets de ta liste interagissent entre eux dans un lieu familier, ce qui rend leur rappel beaucoup plus simple que si tu essayais seulement de les répéter. Les modifications de l'environnement constituent aussi une autre stratégie importante, surtout quand la mémoire est très fragilisée, en aménageant le cadre de vie pour réduire les distractions, clarifier les repères et structurer les tâches, on peut diminuer la charge sur la mémoire et faciliter le quotidien. L'environnement va devenir, dans ce cas, un soutien externe à la mémoire interne. Par exemple, tu peux utiliser des post-it bien visibles, un agenda, des alarmes sur ton téléphone, ou organiser ton espace de travail de manière stable et logique, tout ça pour limiter les oublis et t'appuyer sur des repères visuels plutôt que sur ta seule mémoire.